Ça me fait un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter les résultats clés de notre livre Redesigning Canadian Trade Policy for New Global Realities, qui a été co-rédigé par moi, par Steve Tapp, qui est maintenant l'économiste en chef adjoint à EDC, et avec Bob Wolf, qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui, de Queen's University. Donc, on a commencé ce projet il y a 5 ans, à cause du fait que, d'une part, nous étions convaincus, comme la plupart des économistes, qu'il y a un lien très important entre le commerce international et la productivité. Et on le voit bien ici dans le graphique, même pour le Canada, où quand on voit que la part de commerce dans le PIB du Canada augmente, on voit généralement que la productivité commence à augmenter aussi. Quand la part de commerce dans le PIB commence à diminuer, on voit que la productivité diminue aussi. Donc, il y a beaucoup d'évidence pour le Canada et pour le reste du monde que le commerce international est une bonne chose pour la croissance. Au même temps, donc, on vit maintenant dans des temps incertains, où il y a beaucoup de changements, donc des changements technologiques, automatisation, l'émergence des chaînes de valeur mondiales, délocalisation, immigration, etc., etc. Et donc, de plus en plus de personnes se demandent si les politiques commerciales du 20e siècle sont encore les meilleures pour le 21e siècle. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont des questions sur les accords commerciaux aussi. Donc, ce que nous avons fait dans notre ouvrage, nous avons dit, OK, on voudrait voir la forêt pour les arbres. Et donc, nous voulons regarder donc, si on devrait adapter les politiques commerciales pour les nouvelles réalités. Où nous avons indiqué que c'est important d'avoir une vision qui est à moyen terme. On ne veut pas être impliqué dans les cycles politiques. On veut avoir un ouvrage qui est basé sur des choses analytiques, mais qui aussi a beaucoup de données là-dedans, qui est très empirique. Nous avons mis ensemble une équipe de plus que 30 auteurs qui sont des experts de différentes parties du commerce international de partout dans le monde, donc Europe, États-Unis, Canada, etc. Et nous avons décidé de mettre en place un ouvrage qui est interdisciplinaire. Donc, même si on regarde justement dans l'équipe de co-rédacteurs, on a 2 économistes et une personne qui est en sciences politiques. Et nous pensons que ça va vraiment augmenter la qualité du travail. Donc, les résultats clés de notre livre sont les recommandations suivantes. Premièrement, nous trouvons qu'il faut développer une politique commerciale inclusive. Il faut faciliter la réaffectation des ressources. Il faut promouvoir la connectivité internationale. Et il faut renforcer le système commercial international fondé sur des règles. Donc, dans le reste de la présentation, je vais essayer de vous convaincre pourquoi nous avons indiqué que ça sont les 4 principales recommandations. Donc, la première chose que nous avons regardée en détail est qui exporte au Canada. Et c'est la même chose au Québec aussi. Et si on commence à regarder cette question, on voit vraiment que le commerce du Québec, les exportations du Québec est dominé en soi par les big players, par les grandes entreprises. Donc, ici, ce que je démontre est que seulement 3% des exportateurs canadiens ont plus que 500 employés. La plupart sont des PME. Mais ces 3% des entreprises sont responsables pour 60% des exportations. C'est un big boys club qu'on voit ici avec le commerce international. Et c'est une chose très importante à comprendre. Il y a beaucoup d'études maintenant en économie qui essaient de comprendre pourquoi c'est le cas et puis quelles sont les implications de ce phénomène ici qui existe au Canada, mais aussi dans le reste du monde. Le modèle le plus connu, c'est sans doute le modèle de Mark Mellitz, qui indique que s'il y a des coûts fixes qui sont reliés à l'exportation,
Mais en soi, ce qui se passe, c'est que les PME, les petites entreprises, eux ne peuvent pas absorber les coûts fixes d'exportation. Donc, eux, ils vendent seulement dans le marché local. Et c'est seulement les plus grandes entreprises qui peuvent absorber les coûts fixes et qui commencent à exporter. Donc, ça, c'est un résultat qui est assez bien connu. Mais en soi, ce modèle ici, qui est assez simple, a des implications très riches qui démontrent comment le commerce est relié avec la productivité. Et la raison, c'est parce que si à un certain moment, il y a une libéralisation du commerce, où on réduit les tarifs, par exemple, entre les pays, ce qui se passe est que les entreprises plus productives, eux, ils sont plus compétitifs, donc ils sont capables d'augmenter leurs ventes et leurs exportations. Et donc, ce qui se passe est que nous sommes en train de mettre au Canada plus de ressources dans des entreprises plus productives. Au même temps, les entreprises moins productives, eux, ils ont plus de compétition qui vient d'ailleurs du monde. Donc, eux, ils ont plus de pression, réduisent peut-être leurs ventes. Et donc, il y a moins de ressources qui sont mises dans des entreprises moins productives. Donc, si on regarde ça, tout ça en agrégé, ce qu'on voit est qu'il y a une réaffectation des ressources des entreprises moins productives à des entreprises plus productives et donc une augmentation de la productivité. C'est une théorie assez complexe, mais l'évidence est beaucoup en faveur de cette théorie ici. Donc, ici, je montre un exemple, mais dans l'étude, on a beaucoup plus d'exemples que ça. Donc, quand en 1989, il y avait un accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, on a vu une augmentation de la productivité de nos exportateurs, donc, qui était assez grande. Donc, mais 60% de cette augmentation de productivité étaient des ressources qui ont été envoyées à des entreprises plus productives et seulement 40% de l'augmentation de productivité étaient les entreprises qui sont devenues plus productives eux-mêmes. Donc, ça veut dire que cette théorie de réaffectation des ressources est une théorie qui est très importante dans le commerce international. Donc, ça nous donne un peu notre pilier numéro 2, je reviens sur le pilier numéro 1 à la fin, et c'est qu'il faut faciliter la réaffectation des ressources. La réaffectation des ressources est le principal mécanisme par lequel le commerce augmente la productivité, donc la réaffectation des industries moins productives à des industries plus productives, des entreprises moins productives à des entreprises plus productives. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'on doit oublier les PME. Donc, parce que c'est possible d'avoir des politiques commerciales qui sont bien ciblées afin d'aider les PME qui peuvent aussi augmenter la productivité. Par exemple, si on essaie de réduire le coût fixe à exporter, ça c'est une politique qui peut bien aider les PME à commencer à exporter et à augmenter notre productivité. La deuxième réalité que nous regardons en détail dans notre livre sont les chaînes de valeur mondiale. Et voici donc un exemple d'une chaîne de valeur mondiale. Nous savons tous, et surtout maintenant, que les avions de Bombardier ne sont pas faits par Bombardier ici à Montréal. C'est fait par une centaine d'entreprises qui sont localisées partout dans le monde, qui sont impliquées dans une chaîne de valeur mondiale. Donc, ça, c'est juste un exemple, mais en réalité, le rôle des chaînes de valeur mondiales dans le commerce du Canada et du Québec est très important. Et je le montre ici dans la ligne rouge qu'on voit là-bas. Donc, ce que cette ligne rouge démontre est que pour chaque 10 $ d'exportation du Canada, il y a 2 $ de valeur ajoutée étrangère. Ce que ça veut dire est que nous, quand nous exportons, nous ne le faisons pas nous seuls. Nous devrions avoir des collaborations avec nos fournisseurs étrangers afin de pouvoir créer nos produits d'exportation. Et si nous sommes capables de trouver de bons fournisseurs, notre production augmente, notre productivité augmente. Si nous avons des mauvais fournisseurs, notre productivité diminue. Donc, c'est important de comprendre cette importance de connectivité. Par contre, ce n'est pas justement avec nos fournisseurs que nous intégrons dans les chaînes de valeur mondiale. Même nos ventes que nous faisons à l'international, souvent, sont dans les chaînes de valeur mondiale. Beaucoup de nos entreprises canadiennes et québécoises qui exportent aux États-Unis, les produits ne sont pas consommés aux États-Unis, ils sont après vendus dans les autres pays du monde. Et je le montre ici avec cette graphique. Donc, en rouge, ce que je démontre est donc, la part de nos exportations qui vont aux États-Unis. Et donc, ça a augmenté de 70% en 1995
à peu près 80% en 2005, et puis ça a diminué à peu près 2/3 en 2011. En gris, ce que je vous montre est la part de ce que nous produisons ici, qui, à la fin de tout le processus de chaîne de valeur, est consommé aux États-Unis. Et on voit que chaque fois, c'est à peu près 6 à 8% de moins que les piliers en rouge. Ce que ça démontre exactement est que quand nous vendons aux États-Unis, c'est souvent pour nous relier avec nos collaborateurs dans la même chaîne de valeur mondiale afin d'être concurrentiels dans le reste du monde. Donc, cette idée que c'est nous versus les États-Unis n'est plus le cas avec les chaînes de valeur mondiale. Nous travaillons avec les entreprises américaines afin d'être concurrentiels dans le reste du monde. Donc, ce que ça veut indiquer, c'est que peut-être une meilleure façon de regarder le commerce maintenant est de prendre cette vision de réseau où nos entreprises, nous sommes toujours en lien avec les autres entreprises au Canada, mais aussi dans le reste du monde. Et notre productivité dépend vraiment de comment nous sommes capables à nous bien intégrer dans ce réseau. Si nous sommes très centrales, productivité augmente. Si nous sommes plus périphériques, à la fin, nous perdrons de la productivité. Donc, ça nous donne notre pilier numéro 3, ce qui est qu'on devrait promouvoir la connectivité internationale. Donc, essayer que nos entreprises sont bien connectées avec nos partenaires dans la chaîne de valeur mondiale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas justement regarder les exportations quand on essaie de créer une politique de commerce. On doit aussi regarder comment on peut réduire les barrières pour que nous pouvons avoir accès à nos fournisseurs. La deuxième chose est qu'il ne faut pas justement faciliter la transmission des biens, ça c'est déjà bien connu, mais aussi des capitaux et de l'information, parce que ça nous aide à travailler avec nos partenaires à l'extérieur. Et quand on fait ça, c'est important de ne pas justement regarder ce qui se passe à la frontière, donc les tarifs, les quotas, mais aussi au-delà de la frontière. Parce que si nous avons une bonne infrastructure de transportation, une bonne infrastructure de communication avec les autres pays, ça augmente notre possibilité d'être considérés comme des bons joueurs dans les chaînes de valeur mondiales. On entend beaucoup de l'administration de Trump qu'il veut resserrer un peu les règles d'origine, mais en soi, c'est mauvais pour notre possibilité de s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales. Et il faut protéger les investissements directs étrangers parce que c'est un moyen important pour nos entreprises de s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. Donc, si on entend ce que je suis en train de dire, on veut assurer qu'on réduit les barrières, on veut assurer qu'on est bien mieux connecté. Naturellement, avec les turbulences dans la renégociation de l'ALENA, ça semble quelque chose qui est difficile à faire, mais une chose qui est importante à comprendre, c'est que les États-Unis n'est pas le seul partie du monde qu'on doit regarder. Donc, la turbulence dans la renégociation de l'ALENA ne doit pas occulter l'importance de l'Union européenne, où nous sommes en train de mettre en place l'accord de libre-échange, ni les régions où les échanges progressent le plus rapidement, l'Asie, Chine, Inde, Japon, etc., ni la valeur des échanges avec les pays en voie de développement, qui sont de plus en plus importantes aussi, ni le potentiel de valeur résiduelle du PTP. Donc pour nous, ce que nous indiquons, c'est que le pilier numéro 4, c'est qu'il faut collaborer avec les autres pays. Une chose qu'on doit mettre beaucoup d'attention, c'est d'assurer que le système multilatéral qui existe est encore plus renforcé. Il y a maintenant quelques aspects de danger là-dedans, donc il faut le sauvegarder. Naturellement, il faut travailler fort pour maintenir l'accès préférentiel au marché nord-américain, mais ce n'est pas la seule chose. Il faut aussi assurer la mise en œuvre harmonieuse de l'AECG. Ce n'est pas encore fini. Donc, prêter une attention spéciale à l'Asie. Donc, la Chine, naturellement, c'est un grand joueur. Et favoriser le renforcement mutuel du commerce et du développement. Donc, quand nous faisons du commerce, ça aide le développement. Si nous aidons avec le développement, ça crée du commerce. Donc, c'est une chose importante à regarder. Finalement, donc, naturellement, ce que j'indique ici sont toutes des choses qui sont très importantes, mais afin de pouvoir mettre en place cette sorte de politique commerciale, c'est important de comprendre que dans le commerce international, il y a des gagnants et des vendeurs, et maintenant, il y a de plus en plus l'idée que les gagnants sont les personnes riches, et les perdants sont plutôt les personnes moins riches. Donc, il faut s'assurer que ce n'est pas le cas. Donc, il faut s'assurer que nous créons des coalitions de
the Coalition of the Willing, qui est prête à supporter le commerce international et donc créer une politique commerciale inclusive est très important là-dedans. Donc, soutenir les PME, c'est une chose très, très importante afin d'assurer que nous pouvons mettre en place une politique commerciale du futur. Favoriser l'égalité des sexes donc, est une chose très importante. Il y a énormément d'évidence que les femmes sont moins impliquées dans le commerce international que les hommes. Et c'est une chose que je n'avais jamais pensé avant le projet, mais qui est une chose assez remarquable. Renforcer la participation du public est une chose importante. Étudier les effets distributifs, pas justement dans cette génération, mais dans les générations futures. Et assurer la durabilité des échanges aussi est une chose importante. Donc, j'ai essayé dans 20 minutes de vous présenter les résultats de 640 pages. Donc, j'ai été assez rapide et j'ai oublié beaucoup de choses. Donc, voici les priorités politiques. Mais sans doute, je vous encourage fortement de lire le livre et de nous revenir avec des commentaires. Parce que nous voyons ça comme une première étape de commencer la discussion, mais on veut que dans le futur, on continue à réfléchir sur tous les enjeux que nous en parlons. Donc, merci beaucoup.